contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Philippe Audouin, RTL. Christophe Pénoignon, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Salut Simon. Vous êtes bien occupé de la boutique en mon absence? Charles Guyard a été gentil avec vous, il a pas trop parlé de Saint-Etienne? Non, écoute, il était très timide, très sur la retenue, je trouve, pour un Stéphanois. Il est pas timide, Charles. En même temps, il est humble, il est en Ligue 2, tu sais. Un grand merci à lui, bien évidemment, pour l'intérim. Après, côté résultat, les mecs, défaite face à Metz, un vieux nul pour Havre à la dernière seconde. Faudrait pas vous laisser trop longtemps le quai du camion. Alors, quand même. le problème, c'est que toi, t'as loupé 3 matchs, dont les 2 plus beaux de l'année, sans doute, ou les plus Monaco consistants. et le PFC. Voilà. Ouais, c'est donc, vrai. Ça dit quelque chose, je pense, de ton rapport au FC Nantes. Enfin, vous laissez le club avec des résultats barragistes, on va en dire un mot, mais mes cours de portugais vont servir à rien si ça continue. Hein. Je bosse dans Pour le aller vide. aux vacances au Brésil, tu verras, c'est une belle destination. C'est ça. Salut Philippe Audouin. Salut Simon, salut tout le monde. Merci d'être là, Philippe. Est-ce que tu vois pour le FC Nantes à terme le même avenir que pour l'Hermine et les basketteurs dont tu suis le quotidien et les matchs régulièrement? Bah, c'est plutôt rassurant si c'est le même destin, puisque l'Hermine n'est pas descendu depuis 30 ans et que c'est le club mais de l'Hermine Pro B. n'est pas au premier niveau. Non mais qu'est-ce qu'on attend du FC Nantes, d'être au premier niveau tout de suite En Ligue 1, ou... oui, au moins. Ah oui, au premier niveau, d'accord. Non, je croyais que tu parlais du premier niveau du championnat. Non, mais en termes de descente, si Nantes se maintient là où il est, comme l'Hermine depuis 30 ans, c'est très bien. Ouais, l'Hermine se maintient. Tu as raison. Salut Christophe Pénoignon. Salut Simon, tout bronzé. C'est vrai. Avec quelques mois de recul, Christophe, il commence à bien appréhender l'effet qui se coule à la nantaise. À chaque fois, tu t'enflammes un petit peu, tu dis que là, ça va le faire, et puis Bah ouais, ça redescend. j'attendais un peu de jouissance, vous vous souvenez, hein, mais finalement, j'ai pas ce que je voulais. Donc... Tu veux qu'on leur mette une... Non, on va pas le remettre à chaque fois. Le plaisir que te donne notre ami Castro. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Je vis avec ton regard. France Gall, Bien sûr. Babacar. C'est ça. Tu grandis dans ma mémoire. C'est là, tu peux chanter Jean-Marcel. Babacar. Où es-tu? Là, c'est plutôt Babarrage qui arrive. Les Babarages, actuellement promis aux Canaries. On en parle à la fin de ce 10e épisode, saison 7 de Sans Contrôle. Que s'est-il passé au Havre? Ce sera notre première partie, les amis. On débriefe le hold-up raté des Canaries. Le scénario de cette rencontre efface-t-il totalement le point du match nul? Ce sera l'une des questions. Pourquoi Nantes a autant reculé? Les joueurs entrants, Santonze, Duff, Mohamed et Benatab ont-ils plombé le FC Nantes en seconde mi-temps? Deuxième partie sur Mathis Sabline, notamment. Tout passe par lui, encore buteur, auteur de 3 tirs sur les 5 Nantais. Veut-il en faire trop, Mathis Sabline, ou lui demande-t-on d'en faire trop? Karl Green vous a-t-il rassuré comme suppléant de Lopez? Et puis Tabibou et Leroux sont-ils déjà essorés, nos 2 jeunes, par le début de saison? Ils ont un coup de moins bien. Enfin, ça y est, Nantes est donc barragiste dans la zone rouge. Est-ce que c'est inquiétant ou pas à ce moment du championnat? Les retours de Le Penant, Coquelin et Lado peuvent-ils tout changer? Et l'Equita resteront-ils fidèles à Castro si rien ne s'améliore? Allez messieurs, hier on a honoré les poilus. Sur la pelouse, les fans réclament souvent des couillus. Dans Sans Contrôle, on aime les tordus, dans l'analyse bien entendu. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Hey, oh, let's go. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Au Havre, c'était bien parti et ça a mal fini. Yesterday, Simon Garfunkel. all my troubles seem so far away. Ah non, je sais pas. Now it looks as though they're here to L'auteur. stay. Oh, I believe George Harrison. Lennon. yesterday. Lennon. Bah oui, John Lennon. Ouais. Les Beatles. Mais Jean-Marcel. Oh là là, Jean-Marcel. Enfin, ça, c'est une sortie de route, ça. Ouais, un gros dérapage. Sur John Lennon, c'est chaud. Que s'est-il passé au Havre? Après, j'ai toujours été plus Stone que Beatles. Bah, ça se sent. Là, pour le coup, c'est confirmé, effectivement. Au Havre, donc, est-ce que c'est finalement un hold-up raté des Canaries? Christophe, on va te donner la parole pour commencer. Nantes a failli l'emporter 1-0. Ouais, hold-up, hold-up raté de très peu, puisque forcément cette victoire aurait fait
beaucoup de bien au FC Nantes. On y a cru jusqu'à la fin. Finalement, il y a ce but Havre qui change tout. Je suis très partagé sur ce match. J'arrive pas vraiment à avoir un avis tranché parce que la première période, j'étais avec Sébastien Soulard, qu'on salue, notre confrère de Presse Océan au stade d'Océane, et on se regardait en première mi-temps, on se disait que c'était quand même plutôt pas mal. Tu mènes 1-0, t'es bien. Voilà, alors pas de maîtrise, mais plutôt de sérénité. Il y a eu un orage qu'ils ont laissé passer, et finalement, il y a cette deuxième période où forcément on sent poindre l'inéluctable à la fin. Donc, tu sentais que ça allait se terminer comme ça depuis le stade? Oui, quand même. Oui. Alors, première période, non, mais deuxième période, on a senti la chose arriver. Ouais, tout à fait. L'orage dont tu parles en première période, Jean-Marcel, c'est quand même une occasion énorme pour le Havre. Enfin, tu te demandes aussi comment Nantes ne prend pas de but sur cette première mi-temps. Ouais, mais après, il y avait quand même dans les intentions et dans l'énergie. C'est le match qui arrive après Metz, où là, pour le coup, il y avait rien. Il n'y avait pas de jus, pas de gaz, pas d'idée. C'était une équipe un peu sans inspiration, un peu terne et morne. Donc il y a eu une réaction pour toi sur la production. Sur la production, ouais, il y avait des espaces. Moi, j'avais trouvé mon gars assez disponible en tous les cas. Il y avait des renversements de jeu aussi qui étaient plutôt intéressants. En tous les cas, il y avait de la vie, je trouvais, dans ce qu'ils ont mis en place. Mais par contre, tout s'est éteint. C'est la panne de lumière terrible à la mi-temps, quoi. Donc c'est pour ça que quand tu parles de hold-up raté, au final, c'est même un miracle que tu ramènes d'un point. On regarde ce que tu produis en deuxième mi-temps et sur l'ensemble du match. Philippe, tu as vu le match toi aussi. Après coup, tu dis, donc avec peut-être un regard un peu différent sur... Je connaissais pas le résultat et je croyais même que Nantes avait gagné. Donc, c'est fort. Et c'est marrant parce que, en fait, moi j'ai moins vu les matchs du FC Nantes que vous depuis le début de saison parce que je suis sur plusieurs clubs. Et je me dis que si vous êtes positif sur la première mi-temps du Havre, livré par Nantes au Havre ce week-end... Ouais. Je me dis que vous n'êtes pas difficile quand même. Hein. Je ne sais pas si ton regard, Christophe, aurait été le même s'il n'y avait pas eu ce but ultra rapide d'Ablin dès le début du match. Ouais. Je pense qu'à 0-0 avec le même contenu, tu n'aurais peut-être pas la même Oui, mais quand tu mets... Alors là, je vrai. sais ce que Jean-Marcel va dire, il nous l'a dit face à Auxerre. C'est qu'une fois que tu as marqué, t'es en gestion. C'est pas pareil. Tu peux pas regarder le match de la même manière quand mais tu peux pas le vivre. Tu peux aussi, quand tu es sur le terrain, ne pas le vivre de la même manière, en ayant un peu plus de maîtrise, laisser les autres venir, jouer en transition et avoir une sorte de contrôle où tu endors l'adversaire. Mais là, pour le coup, même dans le contrôle, ils ont quand même des failles parfois très très importantes. Non, mais tu peux créer un faux rythme. Je suis d'accord avec Jean-Marcel. La façon tu gères ton avantage. Effectivement, quand tu mènes au score, tu peux te permettre de moins prendre de risques. Mais quand tu marques dès la 3e minute, tu te mets pas à gérer ton avantage dès la 3e minute en première mi-temps. Justement, tu as un avantage psychologique sur l'adversaire qui doit te permettre de pouvoir essayer de te mettre à l'abri parce que vous êtes sous la menace tant que vous menez que 1-0. Et je trouve que tu te mets pas en gestion aussitôt dans le match. C'est une équipe qui sait pas gérer. Vous avez vu cette équipe gérer un match ou une mi-temps depuis le début de la saison? C'est toujours mieux que Rennes sur ce point. Non, justement, Luis Castro disait à la fin de alors je sais pas si on va l'écouter, peut-être que je te coupe la chic, Simon, mais si tu veux. Il disait, enfin en tout cas, il disait que ça changeait la façon de défendre et qu'ils n'avaient pas eu ce scénario de match était inconnu pour eux encore. Puisqu'ils n'avaient pas PFC. Ils savaient pas oui, c'est vrai. Même s'il y avait moins de temps, ils avaient moins de temps pour défendre l'avantage. C'est ça. Accepter. Non, au PFC, ils ouvrent le score à première minute, je vous rappelle. Par El Arabi. À peu près, c'est le scénario, sauf qu'après, il y a un but de refusé sur le PFC, il y a une première alerte, et après, le PFC revient juste avant la mi-temps. Donc, oui, mais par contre, ils appuyaient plus fort à Paris qu'ils l'ont appuyé au Havre. Alors voilà, moi je me souviens, pour avoir vu la fin du match au PFC, sur la fin de match du PFC, je me souviens très bien que Nantes sortait proprement des ballons. Il y avait des occasions de contre, Guirassy qui trouve l'équerre. Oui. J'ai rien vu de tout ça au Havre. Rien. Alors qu'on a le sentiment qu'il y avait la place face à cette défense havraise. Tu regardes ce que tu fais sur les 20 premières minutes, oui. Bah oui. Ils ont l'air jouables. Derrière, tu penses que sur le papier, le Havre, c'est moins fort que le PFC. Donc, si vous le faites contre le PFC, effectivement, vous devez être en mesure de pouvoir le faire contre le Havre. Après, il y a une équipe aussi qui est, je pense, traumatisée par le match de Metz et qui est traumatisée par sans doute la situation actuelle. Exactement. Exactement. Moi, je me suis un petit peu à poser dans les têtes. Je me suis fait cette réflexion dans la gestion du match au Havre. Je me suis dit, ça y est, cette équipe-là commence à avoir la pétoche. Et j'ai relié ça avec l'intervention du président Kitas et David Folipo qui nous en parle, je crois, après le match de Metz. Voilà. Et après le match de Metz. Et je suis pas sûr que ça diffuse beaucoup de sérénité à l'intérieur du vestiaire pour des jeunes joueurs qui n'ont vraiment pas besoin de ça parce que cette équipe-là, elle a besoin de confiance et de repères.
je pense qu'il y a un environnement qui est pas bon psychologiquement, et ça peut expliquer justement ce côté, on va reculer très tôt pour s'accrocher à ce qu'on peut, à savoir ce 1-0. On n'a pas reculé, dit le coach Castro, écoutez-le. Je pense que c'est pas dans la seconde période, c'est la dernière minute de match. Dans la deuxième période, il y a des moments que nous avons même le ballon à le mettre en offensive, et on bouge, on joue. Situation d'arriver à 30 derniers mètres avec le ballon contrôlé. Dans les dernières minutes, oui. C'est d'être un peu plus de maturité, un peu plus de vice dans le moment comme ça. Il y a de l'équipe qui sont très forts en ça. Mais on connaît aussi que vous parlez tout le temps de la jeunesse de l'équipe. Quand vous parlez de la jeunesse, vous parlez de Tiller, de Louis Leroux, mais Ablin et Mwanga, s'ils sont un joueur de l'arbre, quand on parle de jeunesse, on ne parle pas d'Ablin et Mwanga, mais s'ils sont à l'arbre, ce sont 2 joueurs plus jeunes sur le terrain. Alors, il parle de, vous avez compris, c'est pas facile à comprendre, mais Mwanga et Ablin sont aussi des jeunes joueurs, et il dit que les autres joueurs sont tous jeunes, donc dans la gestion, c'est difficile. Il dit aussi qu'il a pas reculé en seconde période, il a reculé dans les dernières minutes. Est-ce que vous avez vu la même chose que lui, Christophe ? Non, ça je suis pas d'accord, c'est moi qui lui ai posé la question, donc sa réponse m'a un peu étonné, même si voilà, il prêche pour sa paroisse et il essaie de convaincre son assistance. Les entraîneurs ont rarement vu le même match que nous. Ouais, voilà, tout à fait. Mais non, je suis pas d'accord avec Luis Castro. Je trouve qu'ils ont reculé dès le coup d'envoi de la deuxième période. Un nul au parfum de défaite. C'est surtout qu'ils ils ont subi et arrêté de jouer. Un nul au parfum de défaite, même si le Havre mérite bien son point, nous dit Fabio. On a toujours ce souci constant depuis le début de la saison à mieux maîtriser nos matchs et ça peine à venir. Et ça peut l'inquiéter. Itac nous dit à 30 secondes près, on aurait parlé d'une équipe résiliente à défaut d'être brillante suite au chaos. C'est ce que dit David Filippo quand il sort à 30 secondes près. À 30 secondes près, David, c'est vrai que c'est pas la même analyse. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que la lecture d'un match, elle se fait aussi à ça. Et s'ils avaient gagné 1-0, qu'est-ce qu'on aurait dit, Philippe ? Non, pas du tout. Moi, je suis désolé. Si vous gagnez 1-0, vous pouvez vous dire, mais ça passera pas tout le temps comme ça. C'est un petit miracle. On aurait dit victoire miraculeuse. Voilà, exactement. Donc, je suis pas d'accord sur l'idée d'une équipe résiliente qui aurait gagné 1-0. Je pense qu'ils se sont laissés un peu endormir par leur capacité à bien défendre sur ce match, parce qu'il y a eu 49 centres du Havre. On sait que c'est une équipe, c'est l'équipe qui fait le plus de centres de Ligue 1. Ils s'y étaient préparés. Ils n'ont cadré que 5 fois. Donc en fait, il y a eu cette sensation un peu que le Havre n'arrivait pas en fait à se procurer des occasions franches et nettes. Ouais. Karl Green a été très sollicité dans le jeu aérien, mais sinon, il n'avait pas tant que ça d'arrêt à faire. Il en a eu 3, je crois. Mais donc, ça me fait, les chiffres ne disent pas tout, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'occasion comptabilisée en termes de tir. La preuve, le tir sur le poteau, c'est la plus belle occasion sur un super mouvement des Havrais. Et c'est pas comptabilisé dans les tirs cadrés. Donc pour moi, il y a des situations qui sont pas comptabilisées et qui auraient très bien pu aboutir à des buts. Donc pour moi, c'est trompeur. Mais là encore, c'est l'histoire du début de saison. Une équipe qui est souvent dominée, mais qui, par ça, il y a une densité défensive, il y a beaucoup de présence dans la surface de réparation, arrive à s'en sortir et prend pas des 4-0, 5-0, alors qu'on peut imaginer que les situations qui se multiplient pourraient donner des scores fleuves pour les adversaires. Ça arrive jamais. Non, effectivement, c'est vrai qu'ils ont marqué que deux buts contre le Paris FC, mais sinon il n'y a pas eu il y a eu les 3 buts forcément contre Monaco, mais qui était un match totalement débridé où finalement c'était difficilement explicable ce qui s'est passé contre Monaco. Mais sinon sur des matchs fermés comme ça, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas forcément à casser les lignes et à se créer beaucoup d'occasions. On va écouter le capitaine Amiens nous parler d'une sensation de défaite après ce match nul dans le vestiaire. Ouais, une grosse frustration. On pensait ramener les 3 points, rester une minute je pense et on fait ce match nul qui est vraiment rageant parce que on pouvait ramener la victoire aujourd'hui. C'est dans le vestiaire, il y a une impression de défaite dans ces cas-là, dans ce genre de situation où on arrive quand même à se dire que c'est un bon point obtenu à l'extérieur. Non, direct comme ça, c'est une sensation de défaite vu que un but à la dernière seconde, donc en tout cas je me voyais rentrer avec les 3 points.
Et ces 3 points auraient fait du bien au classement, on va en parler tout à l'heure. Évoquons les joueurs entrants. Je vous disais en introduction que les 111, Duff, Mohamed et Benatab avaient peut-être aussi influé sur ce qu'allait devenir ce match-là. Est-ce qu'ils ont plombé le FC Nantes selon vous, Philippe? Pour moi, ils l'ont pas plombé puisqu'il était plombé déjà depuis le début de la deuxième mi-temps. Donc mettre ça sur le dos des remplaçants, pour moi, c'est un peu trop fort. Après, on peut parler de leurs entrées qui sont pas suffisantes. Mohamed et Benatab, moi je l'avais vu plutôt bon sur quelques séquences en début de saison. En tout début de saison. Ouais, et je revois juste une action sur le côté droit où il essaye dans son style de passer et il est pas loin de passer et derrière il peut y avoir un espace. Lui au moins il est capable de créer ça, contrairement à Guirassy. Donc j'oublie pas ce potentiel-là chez lui. Mais tu le trouves meilleur que Guirassy dans la provocation, dans la capacité d'élimination? En revanche, tout à fait. En revanche, j'aimerais bien que Benatab ait l'abnégation d'un Guirassy qui est pas économe dans ses efforts défensifs et ça c'est précieux, utile aussi, mais je trouve que c'est quand même trop juste techniquement pour Guirassy. Jean-Marcel, sur les entrants, 111, Duff, Mohamed, Benatab. Le problème c'est qu'ils se mettent un peu au diapason du reste de l'équipe. C'est des situations un peu différentes, c'est 3 joueurs pour le coup avec des profils complètement différents. Mohamed Duff qui débute en Ligue 1 et sans doute qui pensait pas avoir autant de temps de jeu dans la rotation qui a été un peu moins bon que ce qu'on avait pu entrevoir les matchs précédents. Ouais, jusqu'ici, mais c'est pas à lui en tous les cas qu'on peut demander de réveiller, même s'il en a les capacités en tous les cas, mais à ce niveau-là, dans ce contexte-là, c'est un peu compliqué de lui demander ça. Fabien Santon, qui revient, qui pourrait normalement, qui devrait être quelque chose, mais qui est en crise de confiance, qu'on ressort du placard comme ça. Oui, mais non, mais je veux dire, on a des joueurs en fait. Et Mohamed, il parlait tout à l'heure de joueurs qui manquent d'expérience. Pour le coup, sur les 3, il y en a un. Et il provoque rien pour des situations, en tous les cas, je pense pour des raisons différentes. En tous les cas, ce que ça révèle, et ça, Luis Castro, c'est une petite musique qu'on entend depuis la fameuse semaine à 3 matchs, c'est qu'il se plaint que ses entrants sont pas assez impactants. Alors soit il y a un souci niveau, soit ils sont trop justes, soit il y a un manque de profondeur de banc en tous les cas, mais en tout cas il y a quelque chose. C'est une évidence qu'il y a un manque de profondeur de banc, ça on le découvre pas. Mais sur 111, Leroux joue le match latéral gauche et 111 entre, alors que c'est un latéral, milieu de terrain devant Leroux. Ça veut dire que vous demandez quoi à 111 ? De continuer de résister jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce que vous attendez de 111 de défendre ? C'est pas la même chose que pour Benatab et Mohamed à qui vous demandez éventuellement de garder le ballon et surtout d'être au diapason au niveau du travail défensif. Et comme ça arrive souvent, quand tu essayes de défendre et que tu envoies ce signal à ton équipe, elle se recroqueville, elle subit davantage d'occasions. C'est toujours un choix d'équilibre à faire à ce moment-là. C'est vrai que 111, moi aussi, ça m'a étonné. Il l'avait fait avec réussite un peu à Brest, où il gagne, il permet de conserver le 0-0 et le point du nul. Mais c'était pareil, il y a 2-3 situations en fin de match pour le Stade brestois. Notamment sur des ballons longs, des ballons aériens, où le FC Nantes avait été en grande difficulté et ça aurait pu basculer comme ça a basculé en faveur du Havre au Stade brestois. Et il l'avait reconnu, en tous les cas, qu'il a besoin de mettre de la densité parce qu'il sentait que Brest poussait pour préserver le résultat. Mais là, il l'a fait soit trop tardivement, à mon avis, parce que je pense que cette équipe-là, elle était déjà dans la tête amenée à défendre et à défendre comme ça. Je pense que ces changements, en tous les cas, n'ont pas changé le cours du jeu, n'ont pas changé l'esprit dans lequel était rentré sur le terrain en deuxième mi-temps. Et on sait combien ils sont importants dans le foot moderne. Avec les 5 changements, tu peux changer le cours d'un match, le visage de ton équipe, le cours d'un match. Sur ces changements, Christophe ? Ouais, plomber, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, c'est vu que c'est des joueurs, comme l'a dit Jean-Marcel, qui sont en crise de confiance, c'est difficile de se baser sur eux pour garder un résultat. Sur le but que le FC Nantes prend, les deux qui font des erreurs, c'est Louis Leroux qui est un peu trop loin du marquage, et Awaziem qui par ailleurs fait un très très bon match jusqu'à cette action. Donc je trouve que c'est plutôt la fatigue en fait, le fait qu'ils apportent pas assez d'énergie à ce groupe en rentrant fait que finalement t'as pas de second souffle et d'ailleurs les derniers matchs en attestent, puisque il y a le FC Nantes prend énormément de buts dans le dernier quart d'heure. Sur les 6 buts qu'ils ont pris en deuxième période, 5 ont été concédés dans le dernier quart d'heure et 5 sur les 3 derniers matchs justement. Donc, je crois que le FC Nantes serait dans le top 10 si tu faisais un classement à la mi-temps. Oui, donc ça veut dire que tu tiens pas la longueur d'un match. C'est intéressant ça. Tu tiens pas la longueur d'un match et tes entrants ne permettent pas au bloc de remonter. On peut attendre d'un Mohamed, tu parlais de son expérience, la capacité à obtenir des fautes, à conserver le ballon, à faire remonter le bloc. Quand tu subis, c'est ce que tu vas attendre d'un joueur comme ça. Benatab, dans un autre registre, peut obtenir des choses pour faire souffler ses coéquipiers et de ce point de vue-là, ils ont été contre-performants. Castro, à propos des joueurs entrants. Les joueurs qui ont entré sur le terrain et qui sont plus frais devraient faire un peu plus
devons avoir un peu plus de capacité de garder le ballon, de rester l'équipe avec le ballon. Parce que pour moi, la meilleure façon de défendre, c'est avoir le ballon. Bah oui, c'est déjà de le garder un petit peu plus longtemps, ce ballon, et d'où cette grande déception nantaise dans le vestiaire. On va s'intéresser de plus près à quelques acteurs, et notamment Mathis Sabline et Karlgren. Simon Rengoat, It West. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Philippe Audouin, RTL. Christophe Pénoignon, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Tabibou et Leroux déçoivent, Ablin et Karlgren assurent. Ah bah Le titre. Ça vient là. Can Dance. Non. Dancing Queen. Bah, bien sûr. Et pourquoi Abba? Barragiste. Non, pour les origines nordiques. Bien sûr, mais parce qu'il est suédois, Patrick Karlgren, il est suédois, bien sûr. Il ne fait pas encore de musique, donc comme on est dans les clichés, c'est magnifique. Bon, avant de parler de Patrick Karlgren, on n'attend pas Patrick, un mot sur Ablin, qui est évidemment devenu incontournable depuis quelques matchs. Il est encore buteur au Havre, auteur de 5 des 3 tirs, je le disais, de 3 des 5 tirs plutôt, parce que sinon il est extraordinaire. Est-ce qu'il va en faire trop aussi? C'est une des questions que l'on se pose après ce match-là, Christophe. Bah, c'est ce que ton remplaçant nous a posé la semaine dernière. Hein. C'est honteux, parce que David Filippo, qui a participé à la préparation de l'émission, m'a mis dans la sauce volontairement. David, il n'a pas de mémoire, il est dans l'instant. C'est une honte. En tout cas, est-ce qu'on sent un peu d'agacement chez Mathis Sabline? Et je le dis incontournable, Christophe, mais il pourrait aussi faire différemment, faire encore mieux peut-être. Il disait que c'était... Alors, il s'est expliqué sur ces petits gestes d'humeur qu'il a pu avoir sur certaines actions. Il y a un mois, on lui posait déjà cette question-là. Il était en conférence de presse avant Le Havre et il a dit non, il a botté en touche en disant bah non, moi je suis un compétiteur, voilà, mais non, c'est pas du tout dirigé vers mes coéquipiers quand je fais ce genre de gestes d'humeur. Je trouve que contre Le Havre, non, il en a pas trop fait. Heureusement qu'il était là parce que tu l'as dit, 3 des 5 tirs nantais. Il s'est un peu éteint après l'ouverture du score, mais on peut pas là, heureusement qu'il est là quand même, il est clinique, il marque dès que sa première action. Ouais. Donc non, je trouve mais quand tu dis qu'il s'éteint, c'est que la lumière offensive s'éteint aussi. Il y a plus rien quand Ablin est un peu en dessous, Philippe. Oui, quand Ablin est un peu en dessous, je ne sais pas si c'est Ablin qui est en dessous, si ce sont les autres qui sont en dessous, particulièrement au milieu de terrain, et que du coup il n'y a pas beaucoup de ballons exploitables pour les attaquants. S'il y a aussi peu d'occasions pour Nantes, c'est pas forcément du fait des attaquants, mais à mon avis plus du milieu qui n'est pas assez créatif. Jean-Marcel. Dans le soutien aussi, c'est compliqué pour les attaquants d'exister si tu n'as pas un soutien au milieu, si tu n'as pas de mobilité, si tu n'as pas de dédoublement aussi ou de dépassement de fonction, que ce soit au milieu ou derrière. Donc, il souffre du manque de créativité des joueurs derrière lui, des ailiers qui peuvent dédoubler, des milieux de terrain qui vont avoir la vista. Tabibou, on a vu qu'il était capable de faire ça. À l'exception du match, du passage au travers contre Metz, je trouvais que depuis la séquence du PFC, t'avais quand même, il a trouvé une ligne d'attaque, notamment par la titularisation de Youssef El Arabi, on a suffisamment parlé ici, qui sert de point d'appui, qui permet de mettre un peu de liant. Mais effectivement, après, sur les phases de créativité, tu es très dépendant des rushs de Mathis Sabline. C'est lui qui crée du déséquilibre à chaque fois. On le retrouve au début et souvent à la fin de l'action. Donc il peut pas tout faire. On pourrait attendre. C'est encore lui qui est à l'origine du but, sur le but du Havre. C'est lui qui est à l'origine du renversement côté droit et ensuite à la conclusion de la tête. On pourrait attendre d'un Benatab ou d'un Guirassy, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, cette capacité à être le pendant de Mathis Sabline, au moins pour essayer de déstabiliser une défense adverse. Ça fonctionne pas ni avec l'un ni avec l'autre, je trouve, offensivement. De qui tu parles? De Guirassy et de Benatab. C'est pas du tout les mêmes profils. Ce sont des profils de joueurs qui peuvent, par la vitesse ou par le dribble, déstabiliser une défense. Là, il n'y a que Mathis Sabline qui s'en montre capable. Ouais, parce que de par sa puissance, surtout après... J'ai le sentiment aussi que ce sont des choix un peu par défaut, c'est-à-dire que normalement Mathis Sabline il était prévu et puis lui-même le souhaite, même s'il ne veut pas le dire trop fort parce qu'il est corporate et solidaire des décisions qui sont prises, mais clairement il voulait jouer en neuf. Ouais. Donc si tu le mets en neuf, Herba Guirassy se permet d'être sur son vrai côté, celui sur lequel depuis qu'il joue au football il est le plus décisif, c'est le côté gauche. Mais t'as personne à droite, donc parce que t'es tributaire actuellement. Benatab, on sait plus où. Et Lado est pas là. Disparu, Lado est pas là, et puis Andy Camara fait pas du tout l'affaire. En tous les cas aux yeux de son coach.
Résultat, tu recomposes différemment en exploitant d'autres qualités de Mathis Ablid, mais qui sont pas forcément celles. En fait, tu gères la crise parce que ton effectif il est insuffisant en termes de qualité. Si ça repose devant uniquement sur Ablin, c'est pas suffisant. Heureusement que Nantes l'a, parce que dans la lutte pour le maintien, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir un attaquant de cette valeur. C'est vrai que l'année dernière, dans une situation un peu différente, on se disait que l'attaque Simon Ablin, personne l'avait, et c'est ce qu'elle a sauvé Nantes. Aujourd'hui, il est orphelin de Moses Simon. Alors, normalement, tu aurais été censé compenser par un système de jeu, par davantage de certitude dans le jeu. Sauf qu'aujourd'hui, tu es en apprentissage pour l'instant. Tu es en apprentissage, oui, mais on sent bien que pour faire écho à ce que disait Philippe Thuer sur le traumatisme, tu es en apprentissage jusqu'ici, les joueurs voulaient, enfin, en tous les cas, pouvaient y croire, et tout le monde voulait y croire, en disant oui, on est en apprentissage, ça va tourner. Sauf que là, tu es devenu quand même dans une urgence, et même Luis Castro disait, je regarde pas le classement, je regarde pas les points. Heureusement, sauf que là aujourd'hui la réalité elle te rattrape, parce qu'il y a un moment on va pas falloir trop décrocher, à moins de faire un sans faute et de faire une deuxième partie de saison qui n'a rien à voir avec celle que tu as faite, et pour l'instant on est là sur de l'hypothétique. Je pense pas que Nantes décroche vraiment, parce qu'il y a quand même un paquet d'équipes qui vont pas prendre énormément de points jusqu'à la fin, mais en revanche ce qui est très clair, c'est que cette équipe-là va jouer le maintien jusqu'au bout, comme ces dernières saisons, alors qu'il y avait une volonté à l'intersaison, justement, de marquer une rupture avec le peu de jeu proposé, d'une part, et les angoisses du maintien. On a compris que cette saison, ça allait être comme les autres années pour ce qui est de l'enjeu du maintien. Faut pas espérer autre chose. Et cet effectif-là, tel qu'il existe aujourd'hui, pour moi, il peut tomber en Ligue 2. Il faudra voir le mercato du mois de janvier. Pour moi, c'est la clé. On va en parler dans la troisième partie de tout ça. Tu es en train de nous bouffer la feuille, là. Philippe, je te préviens. Donc c'est un petit carton. Je viens d'avoir sans doute la plus belle action de Camara depuis le début de saison. Tu l'as, Christophe? Parce que tu l'as appelé Andy. Il dit pas du tout. Je m'appelle Amadi. Amadi, pardon. Voilà, non, mais, c'était pour toi, Jean-Marcel. C'est sa plus belle action. Karlgren, remplaçant de Lopez dont on disait qu'il était indispensable et que sans lui Nantes n'arriverait à rien. On va écouter Castro parler de Karlgren et puis vous me direz ce que vous en avez pensé après. Patrick, il fait un match cohérent. On connaît qu'ils vont faire beaucoup de centres, il est attentif à ça, il fait pas mal de sortir dans le ballon, dans le centre, dans le ballon aérien. Il s'était préparé au domaine aérien toute la semaine en sachant que les Havrais utilisaient cette arme particulièrement plus que les autres. Karlgren, il a assuré, je trouve, notamment sur la fameuse action que l'on évoquait tout à l'heure, Christophe. Ouais, tout à fait. Il y a cette grosse occasion de Ndiaye à la 6e minute qu'il arrive à sortir sur un arrêt réflexe. Après, il est plus tant que ça mis en danger finalement par des tirs. Après, c'est Andreas Kopke, il sort avec les 2 points tout le temps. Contre, c'est un gardien de handball. Il a été très précieux dans les sorties aériennes, là où Lopez est très présent aussi, mais où il peut avoir un peu de déchets. Ouais. Là, Karlgren a été très très propre. On pouvait craindre ce que ça allait donner, parce que contre Metz, son entrée avait pas été satisfaisante. Il avait pris le deuxième but dans la foulée de son entrée. Il était peut-être pas assez chaud, mais en tout cas, voilà. En plus, Luis Castro avait laissé planer le doute quant à l'identité du remplaçant, du numéro 2. Il disait que la hiérarchie, comme dans tout poste, la hiérarchie des gardiens n'est pas forcément établie. Ça se passe à la petite semaine. Donc on se demandait, est-ce que Alexis Mirbach, le 3e gardien, allait avoir sa chance? Finalement, Karlgren a eu la sienne et il l'a saisie. Jean-Marcel, on attend quoi de Patrick? Qu'il soit un solide numéro 2? Qu'il fasse un grand match par saison, donc il en a fait un l'année dernière contre le PSG. C'est ça. Il a fait un jeu pour là, mais je pense que. Et merci Patrick. Je pense qu'il faut pas trop lui demander. Heureusement, c'est tombé. Non, enfin, il faut se rappeler qu'après Paris, il y avait eu le match retour éventuellement où il avait été plutôt constant. C'est quand même pas l'assurance tout risque. C'est quand même pas un jeu très académique. Non. Enfin, il y a quand même pas mal de limites. C'est un numéro 2. C'est un numéro 2. C'est même étonnant de retrouver ce gardien-là en Ligue 1. Enfin, je pense que si on prend tous les gardiens par an, dans l'explosivité, la maîtrise de l'espace, il est quand même atypique. Je ne sais pas dire qu'il n'est pas très rassurant. Il est très sympa, il paraît. Il est très sympa. Et je me demande même si quelque part ça influe pas non plus sur le comportement de l'équipe. C'est-à-dire que c'est pas un gardien explosif. Tu nous dis qu'il flippe derrière et qu'il recule du coup? Qui va être actif. On le voit sur le but que marque Metz, le deuxième but. Il vient de rentrer et en fait il reste scotché sur sa ligne. Il a les ballons en profondeur, la gestion de l'espace, il fait pas attention, quoi. Donc ça encourage pas en tous les cas. Je pense que l'équipe a joué haut quand un gardien. C'est un gardien à l'ancienne. Un gardien à l'ancienne, ouais. Il y a un petit peu ça. Donc t'as tendance à vouloir, pour le rassurer, à protéger un peu, à être proche de lui.
pour qu'il ait des choses plus simples à réaliser. Donc j'aurais voulu voir ce match avec Anthony Lopez, qui moi pour le coup a manqué. Il en fait un peu une allusion quand il parle de... Alors Luis Castro nous a expliqué qu'il avait d'abord des jeunes en âge, après il y avait des jeunes en Ligue 1, c'est-à-dire des joueurs de l'extérieur qui n'est pas Ligue 1, et maintenant on a des jeunes même parmi les joueurs expérimentés, c'est-à-dire c'est pas les plus anciens. Mais il va finir par dire ce que disait Anthony Lopez dès le mois d'août. En gros, il nous faut des joueurs un peu plus estampillés Ligue 1 ça et manque un peu. On retire Kelvin Amian et Anto Lopez. C'est vrai que... Tu sais pourquoi ils auraient gagné avec Lopez ? Parce que le coup de sifflet final aurait été donné 2 minutes avant. Il aurait passé à la 89e 3 minutes par terre avec la fameuse douleur à la cuisse. Mais tu peux pas sortir le gardien, donc il reste sur la pelouse. Puis après, ça va mieux. Ouais, c'est un supporter à la Jeune Heure qui me l'a fait ce matin aussi, qui m'a expliqué ça comme quoi. Ah, c'est vrai ? Non, mais on le voit à chaque fois. Enfin, c'est sûr que. Ce qui est déplorable d'ailleurs. Ce qui est tout à fait déplorable, Philippe, tu as raison. Mais ce que fait Lopez. Ouais, non, mais à un moment, j'ai assisté à un autre match récemment. Je trouve ça insupportable, les arbitres qui se laissent abuser par ces actes d'anti-jeu, il n'y a pas d'autre mot, avec de la simulation. On voit bien que ils sont pas blessés et que c'est pour gagner du temps. Pour donc moi, à un c'est moment... pas un problème. En vrai, si on s'intéresse à ce sujet, mets les 3 minutes après et fais 90 plus 8. Je suis d'accord. Si les joueurs perdent du temps et que tu t'en rends compte... Je suis d'accord, ça c'est un premier problème. Ce temps-là n'est pas décompté. Il faut le rajouter, c'est tout. D'accord, mais ça casse quand même le rythme. Et donc l'objectif, il est en partie rempli pour celui qui veut casser le rythme en simulant. C'est vrai. Tout à fait. Karl Green, un petit mot, on a fait le tour. Les jeunes, pour finir. Et d'ailleurs, on peut donner les nouvelles d'Anto Lopez. Maintenant, il était à l'entraînement. Il continue de s'échauffer à part. Il trottine et voilà, il a 15 jours. Il a 15 jours, normalement. Lorient, ça devrait le faire. L'hématome devrait diminuer. Parce que c'est vrai que ça, on a vite pressenti un forfait. Et on l'avait expliqué ici. Il souhaitait prendre aucun risque et surtout ne pas revivre le 7-1 de Monaco traumatisant où il est arrivé diminué. Oui. Quand tu sais que tu as 15 jours derrière, mieux vaut remettre le bonhomme sur ses deux pattes. C'est important qu'il revienne parce que si les rares valeurs sûres de cette équipe ne sont pas là, mais qu'est-ce qui va rester, quoi ? Merci Surtout Philippe. pour des matchs aussi importants comme celui de Lorient. Merci pour cet élan d'optimisme. Tu viens de plomber tout le monde. On va en reparler dans la 3e partie. Le moral, justement, les 15 jours vont pas leur faire de mal à Tabibou et à Leroux pour essayer de retrouver un petit peu de fraîcheur. Est-ce qu'ils sont déjà essorés, nos deux jeunes ? Alors Tabibou, en plus, est arrivé plus récemment dans l'équipe que Louis Leroux. Ou est-ce que c'est un petit contre-coup logique et qu'on en attend trop ? Ce sont des jeunes, Christophe ? En tout cas, c'est l'impression que ça donne, qu'ils sont fatigués. Physiquement, qu'on leur demande beaucoup, sans doute trop par rapport à ce qu'on entendait d'eux à la base. Louis Leroux, son match a été dans l'irrégularité, et je pense que c'est symptomatique d'un joueur assez fatigué. Il s'est pris beaucoup de tampons en plus pendant le match, mais il a fait quelques bonnes interventions et à la fois, il est un peu fautif sur le but. Beaucoup d'actions à vrai sont passées dans son dos. Et puis Tabibou, il a touché 22 ballons, je crois qu'il a perdu la balle 8 fois. Il a pas eu encore l'influence qu'on aimerait. Escomptée. Et en plus, il est sorti blessé. Là aussi, complément d'information par rapport à l'entraînement qui était ouvert au public aujourd'hui. Il faisait de la course à part, Tabibou. Il n'a pas participé à la séance collective. Donc, à voir également. Mais oui, c'est plutôt rassurant quand même. C'est plutôt rassurant, mais effectivement, il y a de la fatigue. Et ça rejoint ce que je disais sur le but, les buts tardifs que tu prends régulièrement en ce moment. C'est qu'il y a de la fatigue. Ouais. Et quand on a des jeunes aussi verts, ça me semble assez logique. Et un banc aussi léger, c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire que avoir moi, je trouve ça normal que des jeunes aient un contre-coup, qu'ils puissent pas enchaîner, parce que ils n'en sont que dans leurs 30 premiers matchs de Ligue 1. Après, le problème... Un âge en plus qui reste très jeune. Oui, totalement. En plus, Louis Leroux, il évolue pas à son poste. Je trouve que c'est méritant de sa part que de s'accrocher. J'avais été épaté par son éclosion en dernier, comme tout le monde, je pense, et très surpris aussi par son tout début de saison. Je me souviens, on le reconnaissait pas dans ses premiers matchs. Dans l'entrejeu, pour le coup. Et en plus à son poste. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, quand c'est comme ça, vous devez pouvoir enlever un jeune en disant, bon, ok, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais il va revenir, il n'y a pas d'inquiétude. Sauf que derrière, vous n'avez personne, donc vous êtes obligé de les mettre. Sauf que Le Penant se blesse, que Coquelin s'était blessé encore avant. Donc, et que le latéral gauche, Kodza, n'a pas le niveau. Et que le latéral gauche... Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Le contre-coup, Jean-Marcel, de ces deux joueurs. Le contre-coup, déjà, il est dans leur intersaison, puisque, faut le rappeler, ils ont eu très très peu de vacances. Ils ont participé au tournoi de Toulon, ils étaient dans la semaine internationale, dans la séquence internationale. Ah oui, c'est important de le rappeler. Donc,
c'est des joueurs qui ont déjà une première saison de Ligue 1 en tous les cas à digérer, qui ensuite derrière ont enchaîné par une séquence internationale. Et ils le disent tous, c'est vrai que ça demande un niveau au-delà de l'exigence, c'est plutôt de la concentration qui change avec ce qu'ils ont connu. Donc il y a forcément une usure mentale qui est inconsciente, parce que physiquement les tests ont démontré, en tout cas si je prends Damien Tabibouk récemment, il était plutôt en pleine forme. Il est peut-être même il réalise en tout cas des performances physiques qu'il n'avait pas auparavant. Après, et puis il est entré plus récemment aussi dans le game. Après lui, c'est un peu, je pense que sa situation est un peu différente. Il cherche encore ses marques à ce niveau-là. Puisqu'on veut lui confier la responsabilité du jeu, mais lui confier la responsabilité du jeu, c'est pas quelqu'un qui se cache, mais je pense qu'il a besoin, on revient sur un peu l'expérience, sur des gens aussi qui sont plus acteurs du match et plus déterminés, qui vont prendre davantage de responsabilités. Tu laisses les clés à quelqu'un d'autre et il peut éclore à côté. Un côté entraînant. Oui. Là, ça fait beaucoup. Sur le rouge, Jean-Marcel, on va se poser la question toutes les semaines peut-être. Est-ce qu'il faut le laisser latéral gauche ? Est-ce que c'est pénaliser sa progression en Ligue 1 ? Est-ce que quitte à changer de système, alors il le fera sans doute pas, Luis Castro, mais est-ce qu'on le gâche là ? Encore une fois, il répond aussi à. Il répond à deux problèmes, Luis Castro, qui est peut-être par un mauvais problème en créant un autre, à savoir que Louis Leroux n'a pas fait un début de saison extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il en convenait lui-même au milieu. Ouais. Et puis après, il y a Kodza qui en tout cas répond pas aux attentes, et notamment dans la participation au jeu offensif et dans le volume de jeu qu'il peut avoir. Donc il a réglé ces deux problèmes-là en déplaçant Louis Leroux poste arrière gauche. Je l'avais dit ici, je ne sais pas si ce côté de pointe haute quand Louis Leroux a peu d'espace et qu'on le sent aussi un peu bridé par les consignes de Luis Castro, alors que c'est un joueur qui a besoin d'être en mouvement, même s'il doit apprendre aussi à gérer différemment ses courses, à s'économiser. On sent que c'est quand même le type de joueur qui a besoin de courir un peu partout pour être. Bien sûr, mais on l'a vu faire des percées la saison dernière. Mais au-delà des percées, il était à la bonne retombée dans le bon duel, parce qu'il court toujours. Mais courir toujours, c'est aussi laisser des espaces, c'est prendre le risque qu'il y a sur un jeu de transition. C'est un équilibre à trouver avec les autres. Et qu'il est, du coup, il est plus consciencieux, on va dire, dans le respect des consignes, ce qui fait moi, je l'ai pas senti libéré, en tout cas, comme il a pu l'être, dans ce rôle-là, au milieu de terrain. Il peut pas forcément. Alors, je ne sais pas si c'est les consignes, si c'est l'apprentissage, si en force de lui confier, en tous les cas, c'est plus on lui le confiait, plus on lui aurait peut-être permis d'appréhender ses marques et de se libérer. Là, on le laisse. On laisse aussi entre deux postes, et la dernière fois où on l'a remis au milieu de terrain, ça n'a pas été brillant, parce qu'il retrouve un poste sur lequel il a de moins en moins de repères. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse pas de Louis Leroux Quentin Merlin bis, parce que Quentin Merlin il est resté sur son poste de latéral, alors qu'à l'époque ses promesses et son poste de prédilection, c'était milieu de terrain, et il n'y est jamais revenu. Antoine Comboiré était frileux pour lancer les jeunes, et puis le meilleur moyen de lancer Quentin Merlin, c'était de le mettre plutôt sur un poste de latéral où il était peut-être moins exposé qu'en milieu de terrain. J'espère qu'on va pas faire la même chose avec Louis Leroux, parce que je pense qu'il a assez montré l'an dernier à son poste de prédilection qu'il avait le niveau en Ligue 1. Donc je pense que pour l'avenir, ça peut être intéressant sur ce poste-là, et que là, c'est que du dépannage. Alors c'est une question de mercato, ça on va en parler, mais ça veut dire qu'il faut te déjuger sur le fait d'avoir repris Kodza et d'aller chercher un autre latéral gauche. Mieux vaut se déjuger. Ce qu'a failli faire le FC Nantes dans les dernières heures du mercato. Pour le coup, ils ont étudié un dossier sur un latéral gauche. Mieux vaut se déjuger que persister dans l'erreur. C'est possible. On parle justement de la suite. Après, je trouve que la gestion du cas Kodza, elle pose quand même question, parce que c'est un joueur qu'on a été chercher très tôt dans le mercato, à qui on a demandé de reconduire, qui était aussi sécurisant dans une période où toute l'équipe, tout l'effectif était remanié. On aurait dû s'appuyer sur lui. En tout cas, Luis Castro l'avait même appelé du témoignage de grande confiance. Et puis à la prépa qui arrive, et lui sent qu'il n'est pas dans les cadres, enfin dans le cercle des cadres, à qui par exemple Kelvin Amiens, si on prend son exemple, qui était aussi dans le dur la saison passée, à qui on confie le brassard, je trouve que c'est plus tout à fait le même que l'an passé. Je le trouve fiable, irrégulier. C'est pas toujours exceptionnel, mais il est fiable. Non, c'est pas toujours exceptionnel quand même, Amiens. Je suis désolé. Non, mais défensivement, il fait des matchs défensifs. Il fait une super passe des Havre, mais après, toi, tu regardes. Mais arrête, Simon, tu regardes que les attaquants, que le jeu offensif. non, mais c'est vrai. À la base, c'est quand même pas du tout. C'est un latéral droit, je pense. Donc, il est d'abord défenseur. Et sur l'acte défensif, je trouve que c'est un des plus réguliers, des plus fiables depuis le début de saison, et qui ménage pas. Et en termes de volume de jeu, je te dirais ça. Non. Je te dirais ça d'Awazien, je te dirais ça de Tati par rapport à sa jeunesse.
sur la fiabilité. Bah, vas-y, il a fait combien d'erreurs cette année? Tu ne mets plus de combien de buts à Kelvin Avian? Je sais Toulouse. pas. Merci, voilà, j'ai des copains qui m'aident. Un seul. Mais il faut que je regarde. Il en a 2 sur le match de Monaco. Oui, mais je pense que le poste de défenseur central est beaucoup plus exposé que celui de latéral, parce qu'il est encaissé. Il est amoureux. Donc bref, en tous les cas, non, je suis pas amoureux. Enfin, pas de. Tu peux pas te contenter de Kelvin Avian, footballistiquement. Mais en tous les cas, j'ai pas dit ça. Je dis qu'en tous les cas, ce n'est plus tout à fait le même joueur, parce que tu lui as confié des responsabilités et tu l'as fait croire qu'il est. Enfin, pas fait croire, tu lui dis qu'il est important. Il était important. Et ça, c'est vrai, parce que t'as pas pu donner le brassard à Anthony Lopez, qui le méritait bien mieux. Mais Castro veut pas le donner à un gardien, et donc t'as fait croire à Lyon. Bah si, mais c'est très bien, t'as fait la responsabilité. Mais non, il a une fonction, une responsabilité. Il est en tous les cas, il est consulté sur les décisions, et même s'il n'avait pas le brassard, il l'aurait été. Alors que Nicolas Kozza, en fait, il se retrouve, lui, on le met déjà en difficulté, en balance, surtout au mois d'août. Je veux dire, il n'est pas venu pour ça, je pense qu'il l'aurait pas fait là. Et c'est vrai que lui, et en plus, il y a les sifflets de la Beaujoire qui arrangent rien. Et pour le coup, il est en crise de confiance. Mais pourquoi il est en balance au mois d'août? C'est parce que sa prépa est pas bonne? Non, c'est parce que Castro trouve qu'il n'a pas les qualités pour développer son jeu. Donc ça veut dire qu'il fallait pas aller le chercher, fallait pas lui demander, voilà. Juger. C'est pareil pour Mostafa Mohamed, on l'a récupéré parce que c'était le seul buteur que tu avais au mois d'août et tu étais bien content de le trouver. Et au final, aujourd'hui, c'est le joueur que tu as en trop et que tu aurais pu le vendre, qui était bankable. Ouais, pour le vendre, il fallait des propositions. Et quand il joue pas, mais après, tu peux le mettre sur le marché et dire, voilà, je veux m'en séparer. Et sans parler de Mohamed, pour moi, on touche du doigt un problème important, c'est qu'il y a un problème d'évaluation du niveau. Si le coach insiste pour avoir Kozza et que très vite il se rend compte que c'est trop juste, pour moi, ça symbolise toute l'intersaison nantaise. Entre le recrutement aléatoire sur des joueurs qu'on connaît pas en Ligue 1 et qui ont un niveau un peu suspect, et puis des joueurs qu'on connaît mais qui finalement sont très très moyens, finalement... au moment où vous faites votre recrutement cet été, c'est quand même important de ne pas se tromper et de s'appuyer sur des valeurs sûres. Anthony Lopez, par exemple. Non, mais il n'a pas insisté pour que Kozza revienne. Kozza, c'était une opportunité. On savait ce qu'on avait avec Kozza. Il a dit OK. Enfin, tu vois, mais il s'est déchugé quelques semaines après. Il y a eu des échanges entre lui et le joueur au moment de... puisque Nicolas Kozza a demandé... Il y a eu des choix financiers à faire et Kozza a arbitré le fait qu'il voulait revenir à Nantes dans ce projet. Voilà. Pour moi, il y a un problème d'évaluation du niveau. Si vous, comme dit Jean-Marcel, à partir du moment où vous dépouillez de tous vos cadres, Douglas Augusto, Palois, Chirivella... Il fallait aller jusqu'au bout dans ces cas-là. Pour ne citer que... Il faut assumer... Castelletto. Et je suis d'accord pour dire qu'il faut quand même au moins s'appuyer sur quelques valeurs sûres. Donc Kozza, effectivement, sur le papier, pouvait présenter ce profil-là, mais s'il n'a pas le niveau suffisant, il faut se tourner vers... Si c'est trop juste, aujourd'hui, on sent qu'il y a une fracture entre les. Si c'est trop juste, il faut se tourner vers, il faut prospecter le marché, avoir du réseau, être bon dans le recrutement pour se tourner vers des valeurs plus sûres. Ce sera au mercato d'hiver et on va en parler dans un instant, Philippe. Simon Rengoat, It West. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Philippe Audouin, RTL. Christophe Pénoignon, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. On parle de barrage, messieurs. Barrage à la connerie, ce serait pas mal en ce qui concerne certains ultras qu'on appellera des hooligans, avec ce fight entre Nantais et Rennais. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis barrage tout court, c'est ce qui attend le FC Nantes si le classement reste ainsi à la fin de la saison. Nous, ce qu'on aime avant tout, c'est la bagarre, l'ordre. On a une certaine philatélie du métier. Pour nous, ce n'est pas seulement la bagarre, c'est aussi la communication. Donc si vous avez besoin de la bagarre, nos services, veuillez nous contacter. Voilà, c'est une petite dédicace. Franck Dubosc et Elie Semoun à l'époque, à la bagarre. Les supporters qui vont à la bagarre. On va pas parler de leur niveau intellectuel pour l'instant. On va s'intéresser, messieurs, au barrage. C'est vrai que Nantes est barragiste. Dans la zone rouge, ça y est. Alors, est-ce que c'est inquiétant ou pas pour vous ? Je vais vous livrer quelques analyses d'auditeurs de Sans Contrôle. Thierry nous dit, sans une grosse correction au mercato pour apporter de l'expérience en qualité et renforcer le banc, ça va être compliqué. Pourtant, je crois en Castro. On voulait tout changer. Il le fallait. Mais la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Il va falloir rester au premier niveau. Lo nous dit, c'est triste. Cette équipe régresse. Elle ne gagne plus ses duels contre des équipes faibles comme Metz et Le Havre. Pour moi, le 4-3-3 ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas basculer en 4-2-3-1 avec cet effectif ? Et puis Bushman nous dit, je suis fataliste, on est encore parti pour une saison pétée. J'en viens à souhaiter que l'affluence à la Beaujoire se mette à tanguer en signe de mécontentement. Est-ce que vous êtes inquiet ? Allez Philippe, honneur à toi. On t'entend pas souvent pour ce FC Nantes en Ligue 1 avec cette place de barragiste après le premier tiers passé. Bah oui, inquiet oui, mais depuis le premier match, c'est pas la place de barragiste qui fait que y a de l'inquiétude. C'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit depuis le début de la saison. Déjà, moi, l'effectif... Dans le jeu, la production. Mais bien sûr. Moi, l'effectif m'inspirait
pas beaucoup de confiance, sauf à faire que des bonnes pioches sur des joueurs absolument inconnus. Et vu les moyens déployés, fallait se douter qu'il n'y avait pas que des cracks. Et puis, le seul espoir pour moi, c'était Luis Castro, qui est peut-être à l'image de ce qu'il a fait à Dunkerque pendant 2 ans, 1 an et demi, parce que les 6 premiers mois n'ont pas été bons, mais que On avec y le est là temps, dans les 6 premiers mois un peu douteux. voilà, on y est. Donc, on peut encore se dire que ça peut s'améliorer, mais je crois quand même que en Ligue 1, le niveau individuel des joueurs actuels n'est pas suffisant et que Castro fera pas de miracle tout seul. Christophe. Il y a un petit peu d'inquiétude me concernant, parce que le FCMS s'est réveillé. On pensait vraiment qu'il était dans les bas-fonds du championnat. Là, cette fois, il t'a doublé, parce que aussi le calendrier va pas être facile jusqu'à la trêve hivernale. Il y aura Lyon, un déplacement à Lyon à venir. Il y aura Lens qui est en feu en ce moment à la maison. Donc finalement, il y aura qu'Angers en fait en mois de décembre qui sera. Et Lorient qui arrive. Et Lorient évidemment qui arrive. Donc l'an passé, on avait le même nombre de points à la même période, après 12 journées, 10 points. Le FC Nantes s'était maintenu, mais à la toute fin. Donc oui, un peu d'inquiétude, parce qu'effectivement, comme l'a dit l'auditeur, il y a une sensation, si c'est pas de la régression, c'est de la stagnation. Ouais. Cette fois dans la production. Alors que normalement devrait y avoir des est-ce qu'on va rester toute la saison à se dire est-ce qu'on va rester toute la saison à se dire faut laisser du temps, c'est un projet, on l'a vu ailleurs, parfois les entraîneurs sautent trop tôt, donc les principes de jeu sont à peine intégrés, surtout par des jeunes, et est-ce qu'on va regretter ça, Jean-Marcel? Tu parles trop tôt, en tous les cas il n'est pas question pour l'instant aux yeux de la direction, Luis Castro n'est pas menacé. Au moment où on se parle, il devrait arriver jusqu'à la trêve, quels que soient les résultats et les 4 matchs qui suivront la séquence internationale. S'il perd les 4 matchs, ça va se chauffer pour lui quand même au bout d'un moment. Après, il y a sans doute, enfin c'est même pas sans doute, il y a un besoin de corriger l'effectif, ça c'est sûr, de le renforcer, parce que tu as 2 absents aujourd'hui qui sont Johan Le Penant et Francis Coquelin, et qui manquent terriblement, et notamment Francis Coquelin qui avait fait la prépa, enfin qui devait être ton organisateur de milieu, ton homme mais tu peux pas. Je crois qu'aujourd'hui il faut plus miser sur lui. Tant mieux s'il revient, et évidemment c'est à souhaiter. Bonus, mais aujourd'hui tu peux pas. Mais l'état de forme du joueur ces dernières années, tu peux pas construire ta saison autour de Francis Coquelin. Tu sais que ce sera du bonus s'il arrive à te faire une saison. Tu l'as un peu considéré comme ça quand même au départ. Donc je sais plus c'était quoi ta question. Cette place de barragiste. Sur l'aspect pas comptable, mais ça peut jouer sur le mental dans le vestiaire, le président Kita qui commence à venir parler aux joueurs. Barragiste à la trêve, là, c'est pas bon ça. Alors, j'aime bien comment tu me dis ça avec les yeux qui grondent pour avoir une réponse tranchée. Vas-y, Jean-Marcel. Mais je ne serai pas clenché. Tu seras pas clenché et tu seras pas clivant non plus. Non. Vas-y. Non. En fait, ce qui est plus inquiétant, c'est le fait que tu gagnes pas des matchs, c'est pas forcément, et que tu peines à gagner des matchs, et qu'il faut des conditions. En fait, il faut que toutes les planètes soient alignées pour que tu gagnes un match, en fait. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs que vous n'avez pas gagnés, que vous auriez pu espérer gagner finalement. Alors moi je suis pas sur le terrain encore, mais non, il parle en général. À RTL les mecs se parlent comme ça. Ils parlent en général et tu le prends pas pour toi. Ouais. Et donc et c'est ça, et je pense que ça commence à peser dans la tête des joueurs, parce qu'effectivement il n'y a pas un match où tu t'es dit waouh, ce match-là on a dominé, on mérite. Voilà. Le seul match où c'est arrivé, c'est peut-être celui du PFC où tu étais plus cohérent, mais tu as tremblé quand même, tu as eu des périodes où tu as vraiment tremblé et tu as un peu de réussite, tu vois. Là, tu sens que tu es sur un fil à chaque fois, et qu'au mieux, c'est bien, tu vas ramener un nul. Donc, un nul, tu n'avances pas. Donc, effectivement, il faut cette équipe, elle a besoin d'un petit coup de fouet actuellement. Christophe, n'hésite pas, je vois que tu hésites à couper Jean-Marcel, mais quand tu vois que c'est un peu long, tu tranches dedans. Non, mais on attendait le révélateur des équipes, parce qu'il y avait toujours l'excuse, oui, mais on a affronté le PSG, oui, mais on a affronté Lille, oui, mais là, voilà, le crash test est passé. Ouais, on a joué Metz, on a joué Le Havre. Voilà, et le FC Nantes a pas forcément répondu favorablement au crash test, donc c'est ça qui est inquiétant en fait, c'est que il y avait de la patience, parce qu'on savait que le FC Nantes avait un calendrier compliqué en début de saison. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'à la Genouillère ce matin, sur les supporters qu'on a rencontrés, ils partageaient ce qu'on disait. Le match de Metz a vraiment été le match qui fait basculer les gens, qui fait basculer ta saison. Bien sûr. Pour le coup, parce que t'avais le match du PFC, t'avais le jeu contre Monaco, un match de gala, même si tu en prends 5. Tu leur en veux pas parce que c'était sympa. Il y avait l'énergie, il y avait quelque chose. En tout cas, il y avait de la vie sur le terrain. Et toi qui es un défenseur du beau football, Simon, tu te serais régalé
si t'avais été là et pas à la Réunion en vacances sur les îles ou en tous les cas ou à souffler sur un volcan. Jean-Marcel. Et en tous les cas, ou à faire des licots quand on Je sais au pas sur carbone. quoi t'as soufflé, toi, mais je vois que t'es en forme. J'aspire à rien, par contre, ça c'est sûr, à la Réunion. Je vais te remettre sur les rails. Ouais. Ah, tu sais où tu vas en venir? Vas-y alors. Ouais, parce qu'on dirait Valdemar, hein, t'es parti, on sait pas où tu vas. Et donc il y avait les supporters, et il y avait comme une forme d'élan, et tout le monde s'est dit, ah, c'est bon, la saison elle est partie. On a du mal à percevoir l'identité de Luis Castro parce que c'est une équipe un peu schizophrène qui fait une bonne mi-temps et puis une deuxième catastrophique, ou alors qui disparaît par séquence. Et là il y a quelque chose. Et paf, arrive Bâche de Metz, une équipe de ton championnat, et tu passes au travers comme t'es jamais passé depuis le début de la saison. Et là, forcément, c'est inquiétant parce que ton bilan comptable, il est catastrophique, et en plus, ce que tu renvoies en termes de confiance et même de supériorité dans le jeu par rapport à des adversaires directs, évidemment, tu vois qu'il y a eu quelque chose de cassé, en tous les cas, dans l'environnement proche, et tout le monde ravive, c'est les fantômes du passé, on se dit, on est parti pour galérer. JC nous dit, je suis toujours dépité par le jeu proposé, les gars, limite à passer du côté obscur, mais j'espère que les 2 semaines vont les remettre à l'endroit. Et ça va être un des enjeux des prochaines semaines. Peut-être que l'Equita, et ils auront bien raison, installeront un peu plus durablement le projet Castro, et il faut lui laisser du temps. Mais Castro, il est allé voir les supporters après le Havre, et il sent bien que certains sont à la limite à passer du côté obscur et s'inquiètent vraiment. Il y a un enjeu aussi avec la communauté nantaise. Il y a eu des sifflets sur le dernier match à domicile qui peuvent commencer à inquiéter en interne, Christophe. Ouais, tout à fait. Ce matin, c'était marrant parce qu'il y a eu quelques scènes lors de la signature d'autographes des joueurs. Luis Castro est venu pour signer également quelques autographes, et il a été pas pris à partie, hein, je vais pas dire ça, mais en tout cas, il y a eu des questions de la part des supporters sur le jeu, etc. Et donc Luis Castro a voulu comme il fait face à la presse, justifier un peu certains choix, etc. Donc c'était une scène qui était assez révélatrice, je intéressant. Trouve. Et qui du coup ça illustre bien le climat. Voilà, pas de climat de défiance, mais en tout cas d'inquiétude par rapport aux supporters. Mais effectivement, comme Jean-Marcel, moi je pense que Luis Castro n'est pas encore en danger, et que la direction va tout faire pour essayer de faire des ajustements au mercato d'hiver, pour ajouter des joueurs confirmés, estampillés Ligue 1 à ce groupe. Je voulais un dernier supporter. Le projet tarde à prendre forme. Le recrutement n'apporte pas de plus-value. Les points perdus contre Metz et Le Havre vont jouer sur le moral. L'inquiétude est là, mais j'ai dans l'idée qu'il faut persévérer avec Castro et espérer qu'il redressera la barre. On est sur ce fil avec des supporters qui sont quand même plutôt favorables pour l'instant. Aujourd'hui, tu n'as plus trop le choix que de persévérer. Hein. Oui. Oui, parce que tu ne vas pas abandonner. Tu vois. Non, mais persévérer avec cet entraîneur-là. Oui. Et avec cette idée de jeu, et avec ce projet, et avec ce système, je parlais de système, avec ce système, avec ces joueurs dans cette... c'est pas lui qui changera là-dessus sa philosophie, il l'a toujours dit. Totalement. Les retours de Le Penant, Coquelin et Lado peuvent-ils tout changer? Ça peut être ça qui peut être le déclencheur, Philippe. Moi, j'y crois pas trop, parce que Coquelin, on vient d'en parler, si jamais il revient, tant mieux, ça fera beaucoup de bien, mais il faut pas miser là-dessus parce qu'il est trop fragile physiquement. Lado, pour moi, c'est une énigme. Sachant qu'il est arrivé, on savait qu'il était fragile, c'est-à-dire qu'on a recruté peut-être quelqu'un qui peut être une bonne pioche parce qu'international. Il s'est pété au premier entraînement. Voilà. Oui, mais là il s'est repété à l'épaule. Enfin, c'est long pour quelqu'un qui se blesse à l'épaule de le voir. Il y a autre chose que l'épaule. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que Le Penant comme valeur sûre. Ouais, mais donc, déjà, tu installes une rotation dans le milieu. Dans ceux qui t'offrent des garanties, c'est Johan Le Penant. Oui. C'est le seul. On va dire un mot, messieurs, sur ce fight qui s'est déroulé, Jean-Marcel, entre certains ultras nantais et rennais, des hooligans, mais ce sont les groupes ultras. Aucun d'entre eux n'a revendiqué évidemment le fight, mais qui se seraient affrontés. Une sorte de match retour d'une précédente bagarre entre des hooligans rennais qui étaient venus, souvenez-vous, il y a quelques mois, après un Rennes-Nantes. Ils étaient venus à Nantes dans la nuit devant le QG de la Brigade Loire, les ultras nantais, et un fight avait eu lieu. Les faits, c'est le match retour. Là, pour le coup, oui, c'est le match retour. Ce sont des Nantais qui attendaient de pied ferme sur le parking du QG, pour le coup, du RCK. Du Horizon Park. Qui, eux, revenaient de leur première victoire au Paris FC. Voilà, première victoire extérieure du Stade Rennais. Donc, ils revenaient du PFC. Et il y a eu à peu près, c'était 150, je crois, de mémoire de notre confrère de Rennes, de chaque côté. Ça a été assez violent. La police est intervenue, 6 interpellations. Les gens ont été relâchés après leur garde à vue. Enfin, 6 Nantais interpellés, placés en garde à vue. Donc voilà pour ce qui concerne les faits.
Ça n'a pas été revendiqué par les groupes ultras, évidemment, ni du RCK, ni de la Brigade Loire. Il n'y a pas eu de commentaires non plus condamnant les choses de la part de la Brigade Loire. On avait échangé avec Romain Gaudin qui était venu en studio, il nous expliquait, et on a vu des spécialistes nous expliquer aussi ce qu'était le monde ultra et que la violence n'était pas le moteur du monde ultra, mais qu'elle pouvait survenir et faire du mal pour aussi à la cause. Elle pouvait, parce qu'on est dans des rapports de force, elle pouvait être... je ne vais pas la justifier, mais motivée en tous les cas pour eux. Je ne vais surtout pas la justifier d'ailleurs, et plutôt la condamner, mais elle pouvait en tous les cas être motivée pour ces questions-là. Qu'on peut pour trouver des questions de rapport de force de groupe ultra à groupe ultra. Ouais, en tous les cas, dans les codes et tout ça. Après, je ne dis pas, je l'explique en tous les cas. Et, non, mais tu fais bien de l'expliquer, mais... Mais je la justifie pas. Mais laisse-moi finir. Par contre, en tous les cas, elle a des conséquences désastreuses puisque l'année dernière, à la même époque, quand on recevait Romain Gaudin, il nous parlait en tous les cas de la volonté d'être présent sur le derby Rennes-Nantes, de refaire revenir du public et avec un parquage dans les derbys, voilà, assez important, comme l'autorise la jauge, pas un parquage limité, et avec un déplacement en train, développement durable, éco-responsable. Il y avait quelque chose, la préfecture avait dit non, et ils s'en étaient plaints, en tout cas, qu'ils ne soient pas accompagnés là-dedans, dans cette démarche-là. Et au final, je veux dire, ça vient tout casser. Faut pas, dans le contexte actuel, sécuritaire en plus, en France, faut pas s'étonner que derrière, il n'y aura plus personne sur un Nantes-Rennes au derby ou sur un Rennes-Nantes et que ça va toucher tout le monde. Il y avait personne sur le match aller à la Beaujoire entre Nantais et Rennais, et c'est bien dommage que dans un derby, tu puisses pas venir dans le parquage adverse pour supporter tes couleurs, et même en tribune, les gars, avec un cousin, un copain, un beau-frère, chacun le maillot, on se chambre et on sort bons amis. J'entends que dans les tribunes populaires en Loire et puis de l'autre côté, on mélange pas les maillots parce que voilà, ça je peux l'entendre. Et c'est pas une raison pour se battre non plus, mais voilà. Mais dans le stade, on doit pouvoir vivre cette rivalité-là. Et ces ultras, s'ils sont des ultras, en tout cas, les autres doivent pouvoir venir leur dire, les gars, les déplacements, les prochains, si on est interdit parce qu'il y a des risques de fight, etc., c'est aussi à cause de vous. C'est-à-dire qu'ils tirent une balle dans le pied de la grande majorité des supporters qui veulent aller encourager leurs couleurs. C'est pour ça que je parlais de leur niveau intellectuel, mais franchement, la bagarre, les gars, allez la faire ailleurs. Mais sortez du monde du foot, il n'y a pas besoin de ça. Il y a des salles d'arts martiaux qui existent. Je suis tellement effaré après tous les messages qu'on a passés ici pour essayer de comprendre les ultras, leur envie de supporter leur club un peu différemment, que cette minorité-là, j'espère que c'est une minorité, il faut aussi qu'ils s'en débarrassent, quoi. C'est pas possible, on n'en veut plus dans les stades de foot. Totalement d'accord. Christophe. Non, pas mieux, Simon. Pareil, je ne vais pas expliquer ni justifier ce qu'on fait, cette petite tranche de supporters. Juste préciser que lors du match Rennes-Nantes, la saison passée, les Rennais étaient venus sur Nantes, après le match qui se passait au Roison Park, mais étaient venus près de la Beaujoire, près d'un restaurant qui est souvent fréquenté par les ultras nantais, voilà, pour en découdre. Donc voilà, il y avait sans doute des velléités de revanche, mais pareil, ça, je vais pas justifier quoi que ce soit. Ce sont des choses qui nous échappent. Et il y a eu assez de drames récents aussi à Nantes pour que on réfléchisse les choses autrement que. Bien sûr. Mais moi, j'irais même jusqu'à dire, quand tu dis, dans une tribune populaire, on peut pas avoir une écharpe de son club si on est du côté des supporters adverses, qui sont des ultras la plupart du temps. Ok, si on part de ce postulat, faut pas s'étonner qu'après ça aille très loin. Moi, je déplore qu'on puisse vivre en Loire, tu veux dire? En tribune Loire, non, des écharpes pour l'adversaire, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est la tribune populaire qui est la plus supportrice. Tu vas ailleurs dans le stade et tu peux le partager. Mais par contre, je ferai jamais la chasse aux écharpes, aux maillots adverses, etc. Mais faut être débile pour faire ça. Non, mais je comprends, Simon. Le foot, on le vit. Il s'agit pas de faire de la provocation, mais oui, dans un monde idéal, tu devrais pouvoir aller avec un pote, mais enfin, tu peux pas. De toute façon, il y a que des abonnés en Loire, pour le coup. Oui. Donc, non, si on accepte la tribune noire, moi, je me souviens d'ailleurs. D'accord. Alors, on est d'accord. C'était dans Ouest France. Et ça remonte. Il y a 15-20 ans. Ça remonte. Je me souviens d'un entraîne avec un papier en local, la chasse à l'écharpe rennaise. Et c'était la tribune Jules Verne. Ce n'était pas la tribune populaire. Ouais.
j'ai envie de dire, si on commence à dire ça, oui, effectivement, ces débordements-là vont avoir lieu au-delà de la tribune populaire elle-même. Je fais une différence entre les endroits qui sont des lieux avec les supporters les plus fanatiques. Ça génère quelque chose, Simon, ça génère un état d'esprit. Ceux qui font la chasse autour du stade, en tous les cas, sont des abrutis, on est d'accord. Et ça tombe mal dans le contexte, et on va peut-être conclure sur ce sujet-là, mais avec ce qui s'est passé entre supporters ultra à Saint-Etienne, c'est entre les Green Angels et les Magic fans qui se sont mis sur la tête, entre Lyon et le PSG, les cris racistes aussi de certains abrutis en parkage lillois à Strasbourg. On était un peu tranquille ces dernières semaines, Jean-Marcel, mais là ça se complique un petit peu, quoi. La séquence est mauvaise. La séquence est mauvaise, ça se complique, j'irai pas jusque-là. Très bien. Donc la séquence est mauvaise, mais enfin, je veux dire, des épiphénomènes. Non, mais voilà pourquoi je le dis, pour pas être incompris non plus. Il y a plutôt un début de saison qui a été plutôt bon ou correct en tous les cas. Avec peu d'incidents et des déplacements possibles de supporters. Après, on sait qu'il y a des groupes qui sont... les problèmes qu'il peut y avoir à Lille, par exemple, ou à Saint-Etienne, ils sont pas nouveaux. Donc, c'est des gens qui sont sous surveillance. On sait que ça peut péter à tout moment. Jusqu'ici, ça se tenait. Le hasard, ou en tous les cas, coïncidence, ça fait que c'est parti partout. Mais faut pas en tout cas, c'est pas des phénomènes pour moi qu'il faut amplifier à donner une caisse de résonance autre par rapport à ce début de saison. Ceci dit, il y a des choses en profondeur à régler dans les tribunes en France. C'est ça qui sont pas réglées. Ça, c'est un autre sujet. Sortir ces minorités agissantes, soit politiques à Lille, rien à faire dans un stade, des insultes racistes, etc. Identifier, comme a fini par le faire le LOSC, a priori, il y aura des interdictions commerciales, identifier les fauteurs de troubles, les sortir des stades systématiquement. C'est marrant que tu parles de ce sujet, parce que j'ai lu le papier dans l'équipe hier. Lille, le club, les dirigeants ont été avertis, informés par des témoignages de supporters lillois par rapport à ces exactions qui durent depuis plusieurs mois. Et le club n'a pas réagi seulement hier ou avant-hier. Quand médiatiquement ça sort. Quand on leur met le nez dans le caca, avec des preuves, bien sûr, évidemment. Donc si on veut vraiment s'atteler au problème, c'est de la responsabilité de tout le monde. Tu l'as dit très bien tout à l'heure, les responsables des groupes ultras doivent faire le ménage dans leur rang ou autour. Indispensable. Sinon, il ne faudra pas venir chouiner après. Exactement. Les clubs doivent mettre la main à la pâte également et pas se boucher les oreilles quand il y a des témoignages comme ceux qui ont eu lieu ces derniers mois à Lille. On est vraiment sur un fil, même si depuis le début de saison il n'y avait pas eu de choses. Moi je trouve que c'est pas satisfaisant quand même. Même s'il n'y a pas d'incident, le climat est pas bon. Et on continuera. Le climat n'est pas bon en France non plus. On sait que les tribunes ne sont que le reflet. Oui, mais c'est trop facile. Non, c'est trop. Non, si. Alors, je t'interromps juste. C'est trop facile de dire ça parce que ça permet de se dédouaner. Non, ça se dédouane pas, mais tu peux pas non plus obliger. Tu peux pas appeler à ce que le foot règle tes problèmes dans la société. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, le climat n'était pas délétère à ce point dans la rue, et je trouve qu'il y avait déjà un mauvais climat dans les tribunes. Donc c'est pour moi un subterfuge, une mauvaise explication. Tu vas dans d'autres salles, dans d'autres stades, t'as pas ce problème. Je suis désolé, si au foot on dit... va en Grèce au basket. Je te parle de la France. Mais tu me parles de la France, je te parle de la France. Mais non, mais c'est le sport le plus populaire, il est à l'image de la société. Donc si c'est le sport le plus populaire, on doit tout accepter. On n'est pas obligé de caricatural, Philippe, dans la façon de présenter les choses. On continuera d'ailleurs ici de dénoncer le traitement que subissent les supporters en général, qui sont des sous-citoyens pour de nombreuses préfectures, qui n'hésitent pas à prendre des arrêtés illégaux. Ils s'en fichent, ça permettra que des citoyens ne se déplacent pas. On nourrit en tous les cas la simplicité et la simplification de ceux qui veulent y aller. Donc faut pas tomber dans... c'est pour ça. Les arguments nécessaires pour y aller. Ça, c'est catastrophique. Et donc sortons moi, je suis pas là-dedans. Je suis juste dans le constat qu'on a laissé les choses dériver depuis trop longtemps et au bout d'un moment, vous en arrivez face à une situation d'extrême violence. Tiens, je vais terminer, Philippe, en saluant Jean-Pierre, qui est archi-fan des Canaries et qui est très très loin des fights. Il a un superbe tatouage du FC Nantes sur le bras. Il vend des galettes sur le marché de Saint-Paul à La Réunion. Ça s'appelle T-Brace Créole. Et lui, il a la cool. Je pense que ça fait un peu loin pour y aller. Mais on ne le verra jamais dans un fight. Tony, il faut avoir les moyens de Simon Rongoat. Tony, aussi fidèle auditeur du podcast depuis 6 ans. Il nous écoutait à Tahiti et maintenant il nous écoute à La Réunion. Ça va la vie, hein, Tony. En fait, tu veux créer une émission spéciale. Une internationale. Une internationale dans les. Une internationale des expats qui nous écoutent de partout. La bière est pour moi la prochaine fois, Tony. Une pensée pour Alex, mon ami qui a perdu son papa. Je pense fort à elle. Et puis Laurent, stadier historique du FC Nantes. C'est David Filippo qui nous a dit qu'il fallait absolument parler de lui. Il est décédé fin octobre des suites d'une longue maladie à 61 ans. Il était stadier à la Beaujoire depuis 1989, les copains. Le FC Nantes lui donnait la force de se battre contre la maladie lors de ses 5 dernières années, a dit son fils Kevin. On pense à tout cela et on continuera d'aimer le foot pour eux puisqu'ils ne sont plus là. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir passé cette heure avec nous. C'était
passionné comme d'habitude. Merci Christophe. Merci Simon, bon retour chez toi. C'est un plaisir. Et merci Jean-Marcel. Bah merci Simon, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu. À la semaine prochaine les amis. Salut, ciao. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.